Bonjour. Hier, à la base de Douvres, le président Trump, le président de la Chambre et moi-même, nous sommes restés silencieux pendant que des héros revenaient, des cercueils recouverts du drapeau. Nous leur avons rendu hommage. Nous avons souffert avec les familles et nous avons écouté. Ce que j'ai entendu, entre les larmes, les étreintes, la force et une détermination inébranlable, c'était la même chose de famille en famille. Ils ont dit « Terminez cela ». Honorez leur sacrifice. N'hésitez pas, ne vous arrêtez pas tant que le travail n'est pas terminé. Ma réponse, tout comme celle du président, a été simple et claire. Nous allons terminer cela, nous honorerons leur sacrifice ne fait que renforcer notre engagement. Je porte ce bracelet. Le sergent-chef Jorge Oliveira était l'un de mes sergents ou l'un de mes spécialistes à la baie de Guantanamo. Il a ensuite été envoyé en Afghanistan où il a été tué le 19 octobre 2011. Tué 10 ans après le 11 septembre, il y a 15 ans, il faisait partie du 1%, le meilleur de l'Amérique. Il n'était pas seulement un garde national, mais aussi policier et père de famille. Je me souviens de lui tous les jours, comme tant d'autres de notre génération et des précédentes, qui portent des bracelets comme celui-ci. Nous nous souviendrons toujours de ceux qui sont tombés dans ce conflit. Leurs noms sont désormais gravés à jamais dans notre noble mission et dans l'âme d'une nation profondément reconnaissante. Je suis ici aujourd'hui pour m'adresser directement à vous, peuple américain. Pas à travers des filtres, non, pas à travers des journalistes, ni à travers la manipulation des chaînes du câble. Une presse malhonnête et anti-Trump ne reculera devant rien. Nous le savons déjà à ce stade, pour minimiser les progrès, amplifier chaque coup et remettre en question chaque étape. Malheureusement, le syndrome de dérangement Trump est dans leur ADN. Ils veulent que le président Trump échoue, mais vous, le peuple américain, n'êtes pas dupes. Oui, il y a des journalistes devant moi, mais ils ne sont pas notre public. Aujourd'hui, c'est vous, le peuple américain bon, décent et patriote. Vous, les patriotes américains, travailleurs, contribuables et craignant Dieu. Les médias ici, pas tous, mais une grande partie d'entre eux, veulent que vous pensiez ainsi. Qu'à peine 19 jours après le début de ce conflit, d'une certaine manière, nous nous dirigeons vers un abîme sans fin, ou une guerre éternelle, ou un bourbier. En réalité, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Écoutez l'un des centaines de milliers qui ont combattu en Irak et en Afghanistan, qui ont vu d'anciens politiciens insensés comme Bush, Obama et Biden gaspiller la crédibilité américaine. Ce n'est pas cette guerre-là. Le président Trump ne s'y trompe pas. Epic Fury est différente, elle est focalisée comme un laser, elle est décisive. Nos objectifs, donnés directement par notre président, America First, restent exactement les mêmes depuis le premier jour. Ceux-ci ne reflètent pas les objectifs des médias ni du gouvernement iranien, et ce ne sont pas de nouveaux objectifs. Nos objectifs restent inchangés, concentrés exactement sur la cible et comme prévu. Détruire les missiles, les lanceurs et la base industrielle de défense de l'Iran afin qu'ils ne puissent pas les reconstruire, détruire leur marine et garantir que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires. Nos objectifs depuis le premier jour. Aux membres patriotes de la presse, personne ne peut offrir la perfection en temps de guerre. Ce bâtiment le sait mieux que quiconque. Mais rapportez la réalité. Nous sommes en train de gagner de façon décisive et selon nos propres termes. L'Iran est un pays vaste, et tout comme le Hamas et ses tunnels, ils ont consacré toute l'aide, tout le développement économique, toute l'aide humanitaire aux tunnels et aux roquettes. C'est ce qu'ils ont fait avec le Hamas. L'Iran a détourné des décennies de ressources de l'État, non pas pour son peuple, mais pour des missiles, des drones, des relais et des installations souterraines. Mais nous les traquons de manière méthodique et implacable et de façon écrasante, comme aucune autre force militaire au monde ne peut le faire, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Jusqu'à présent, nous avons déjà frappé plus de 7000 cibles à travers l'Iran et ses infrastructures. Ce n'est pas quelque chose d'incrémental, c'est une force écrasante, appliquée avec précision. Aujourd'hui, comme hier,
Ce sera le plus grand ensemble d'attaques à ce jour. Comme je l'ai dit depuis le premier jour, nos capacités continuent de croître, celles de l'Iran continuent de se dégrader, nous les traquons et lançons la mort et la destruction d'en haut. Les défenses aériennes de l'Iran ont été neutralisées. La base industrielle de défense, les lignes de production de leurs programmes de missiles et de drones ont été fortement touchées. Nous avons attaqué des centaines de leurs bases industrielles de défense. Leur capacité à produire de nouveaux missiles balistiques a été la plus affectée. Les attaques de missiles contre nos forces ont diminué de 90% depuis le début du conflit. Il en va de même pour les UAV d'attaque. Regardez les drones kamikazes. Cela a diminué de 90%. Les Iraniens vont encore tirer, nous le savons, mais ils tireraient bien plus s'ils le pouvaient. Or, ce n'est pas possible. Le dernier emploi que quiconque dans le monde voudrait en ce moment, c'est celui de haut dirigeant du CGRI ou du Basij. Des emplois temporaires, tous autant qu'ils sont. Et, pour emprunter une leçon de l'amiral Ernest King pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons décidé de partager l'océan avec l'Iran. Nous leur avons laissé le fond, ou bien nous avons endommagé ou coulé plus de 120 de leurs navires de guerre. Souvent, nous attendons la confirmation finale des dégâts pour obtenir le chiffre réel. Leur flotte de surface n'est plus un facteur pertinent. Leurs 11 sous-marins ont tout simplement disparu et leurs ports militaires sont affaiblis. L'Iran terrorise les États-Unis et nos intérêts depuis 47 ans. Leurs principales industries ne sont pas l'acier, l'agriculture ou le tourisme, mais bien le terrorisme parrainé par l'Iran. L'État, les milices par procuration, les réseaux clandestins, les missiles balistiques et une idéologie islamique messianique et violente poursuivant une issue apocalyptique. Un régime comme celui-ci, qui refuse d'abandonner ses ambitions nucléaires, n'est pas seulement un problème régional, c'est une menace directe pour l'Amérique, la liberté et la civilisation. Le monde, le Moyen-Orient, nos alliés ingrats en Europe, même certains segments de notre propre presse, devraient tous dire une chose au président Trump. Merci. Merci d'avoir eu le courage d'empêcher cet État terroriste de prendre le monde en otage avec des missiles, alors qu'il construit ou essaie de construire une bombe nucléaire. Merci de faire le travail du monde libre. La cérémonie d'hier nous a clairement rappelé pourquoi nous nous battons, non pas pour construire des nations ou promouvoir la démocratie, mais pour écraser les menaces directes contre l'Amérique, les Américains et nos intérêts. Nous nous battons pour gagner et nous sommes en train de gagner selon nos propres conditions en poursuivant fermement nos objectifs. Mon fils de 13 ans est entré dans mon bureau hier soir pendant que je rédigeais ses notes. Il m'a interrogé sur la guerre et les familles qu'il connaissait à Douvres. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Ils sont morts pour toi, mon fils, pour éviter à ta génération un Iran nucléaire. C'est la vérité la plus absolue et la plus pure. Ils ont vraiment donné leur vie pour cette cause. » Les familles qui ont dit « Terminez cela, nous allons le terminer. » Et je dis la même chose à tout Américain qui souhaite la paix par la force. Que notre Dieu Tout-Puissant continue de bénir nos troupes dans ce combat. Et, encore une fois, je demande au peuple américain, s'il vous plaît, priez pour eux tous, chaque jour, à genoux, avec votre famille, dans vos écoles et dans vos églises, toujours au nom de Jésus-Christ, que les troupes restent fortes et que Dieu les accompagne. La parole est à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci de votre présence. Hier, j'ai accompagné le Président à Douvres pour accueillir nos 6 héros de retour au pays. Ce fut un honneur et un privilège pour moi d'être là et de remercier leurs familles. Vénus de la 6e escadre de ravitaillement aérien de la base aérienne de MacDill, en Floride, faisant partie d'une unité active associée à Birmingham, Alabama, le major Alex Kleiner et M. John Alex Kleiner, la major Ariana Savino, a été promue à titre posthume de capitaine à commandant. La sergente technicienne Ashley Pruitt, opératrice de perche du 123e escadre de ravitaillement aérien. Garde nationale de l'Ohio à la base Rickenbacker à Columbus,
le capitaine Seth Koval, le capitaine Kurt Zangt et maintenant l'adjudant-chef Tyler Simmons, qui a également été promu opérateur de perche de cette équipe. Chaque personne et chaque membre de la famille avec qui j'ai parlé hier m'a confié que leurs proches aimaient servir, ils aimaient faire partie de grandes équipes et ils aimaient l'aviation. Les équipages de ravitaillement du pays sont des héros anonymes, des guerriers incroyables qui prennent des risques pour que nous puissions porter le combat à l'ennemi en utilisant le ravitaillement et la puissance aérienne. Vi sua coragem e tenacidade frequentemente. Que ce soit le 11 septembre quand ils m'ont aidé, ou dans des cieux étrangers, où ils ont dévié de leur trajectoire pour me fournir du carburant quand je ne pouvais pas partir. Une force terrestre sous le feu, ils ont répondu à l'appel et sont venus en première ligne à plusieurs reprises. J'ai une immense fierté et une grande gratitude pour tout ce que font les équipages de ravitaillement, nos pilotes, opérateurs de perche et techniciens de maintenance. Que les familles de nos 6 disparus sachent que nous partageons leur douleur. La nation n'oubliera jamais leur sacrifice ni leur nom. Nos forces pleurent avec vous aujourd'hui et nous nous souviendrons de leur héritage, un cadeau incroyable et un grand exemple pour tous. Je passe maintenant à la mise à jour des opérations. Le CENTCOM suit le plan pour atteindre les objectifs militaires et reste implacable dans la poursuite des capacités de missiles, de drones, de la marine et de la base industrielle de l'Iran. Chaque jour, nous attaquons plus profondément le territoire iranien. Selon le commandement central des États-Unis, les Américains ont largué des bombes pénétrantes de 5000 livres sur des dépôts souterrains de missiles de croisière et d'équipements de soutien. Ces armes sont spécialement conçues pour traverser le béton et la roche et fonctionner après avoir pénétré ces barrières. Nous continuons à traquer et à détruire les installations de stockage de mines et les dépôts de munitions navales. Nous poursuivons la destruction des actifs navals, y compris 120 embarcations et 44 lanceurs de mines. La pression continue. Nous volons vers l'est, entrant dans l'espace aérien iranien pour éliminer les drogues, les drones d'attaque et réduire la projection de puissance de l'Iran. L'UADX Warthog opère maintenant le long du front sud, traquant et détruisant des embarcations d'attaque rapide dans le détroit d'Ormuz. De plus, les AH-64 Apache ont rejoint le combat sur le front sud et continuent d'opérer du côté sud. Cela inclut certains de nos alliés. En utilisant des Apaches contre des drones d'attaque unidirectionnels en Irak, les hélicoptères AH-64 ont mené des frappes contre des milices alignées sur l'Iran. Afin de garantir que nous supprimons les menaces contre les forces ou les intérêts des États-Unis et que nous restons concentrés sur la neutralisation de toute plateforme que l'Iran utilise pour nuire aux Américains ou à nos partenaires. Vendredi dernier, Cooper et le CENTCOM ont frappé avec précision plus de 90 cibles sur l'île de Kharg, y compris toute l'infrastructure militaire, les défenses aériennes, la base navale, le stockage de mines et les installations de déploiement. Comme l'a dit le secrétaire, nous continuons à frapper la base industrielle de défense de l'Iran et nous continuerons ainsi. Aujourd'hui, je veux poursuivre mon thème, parler des membres de notre incroyable force conjointe. Aujourd'hui, je vais parler d'aviateurs exceptionnels engagés dans des combats quotidiens, des équipes de l'armée de l'air, des réservistes et de les B1, B2 et B52, et les équipes qui entretiennent ces systèmes d'armes sont la colonne vertébrale de la capacité de frappe à longue portée des États-Unis. Leurs contributions à l'opération Epic Fury sont décisives. Sous l'amiral Rich Correll, au Stratcom et soutenu par le Transcom, cette force de ravitaillement, je parlerai d'aviateurs exceptionnels, la force planifie des missions pour obtenir des résultats écrasants pour les États-Unis et leurs alliés. Le week-end dernier, j'ai rendu visite à nos bombardiers déployés, aux équipages des B-1 et B-52, et j'ai discuté avec de jeunes aviateurs et mécaniciens.
J'ai demandé « Comment vous sentez-vous » Racontez-moi une journée. Force conjointe, défense du front, aviateur, ravitaillement. Je parlerai du ravitaillement et des équipes, des réservistes du ravitaillement quotidien, des équipes, du ravitaillement, de la force. Je parlerai d'unités exceptionnelles dans l'aérien qui démontrent leur capacité de combat sous-amiral et sur le front dorsal, la force d'aviateurs exceptionnelle, le stratcom de ravitaillement en équipe. Je parlerai d'équipes exceptionnelles. 5 dans les bombardiers B-52 et 4 autres unités dans les modèles B-1 positionnés là-bas. Certains de ces Américains ont une vingtaine d'années. Et nous leur confions cette incroyable responsabilité, piloter des avions de plusieurs centaines de tonnes pour accomplir notre mission quand cela est nécessaire. En réalité, leur mission commence la veille, lorsqu'ils reçoivent les cibles et commencent à les étudier en analysant les effets, les armes nécessaires, la façon de programmer les armes, la météo et comment sera le flux des avions ravitailleurs. C'est un problème incroyablement complexe que nous confions à chacune de ces équipes et elles y travaillent pendant les 24 heures précédentes, se reposent un peu puis partent en mission. Enfin, ils vérifient tout l'équipement, les masques, les kits de survie, chargent les armes et se préparent. Ils démarrent les jets 1 heure avant le décollage et partent en plein jour, effectuent la vérification pré-vol, se concentrent et se préparent pour la guerre lors de missions longues étendues. Pendant le vol, entourés de technologie, ils effectueront plusieurs ravitaillements en vol avec des avions-citernes tout au long du trajet jusqu'à la zone de responsabilité venant des États-Unis ou d'une base avancée. Comme le dit la demande pour un pilote de chasse, le ravitaillement est beaucoup plus facile dans un F-16 que dans un B-1B2 ou B-52 où il faut piloter et contrôler activement. L'avion est quelque chose de physique différent d'un chasseur qui est bien plus facile. Il reste connecté à la perche de ravitaillement jusqu'à 30 minutes, recevant des centaines de milliers de livres de carburant. C'est une tâche physiquement exigeante de ravitailler en vol et ils le font en opération. Ils unissent les forces d'Israël pour accomplir les missions assignées, larguant des bombes au bon moment, sur la bonne cible et avec les bons effets. Je sais qu'ils ressentent beaucoup d'émotions, mais le peuple américain doit comprendre qu'ils agissent avec une concentration qui est impressionnante. Ils ressentent de la peur, bien sûr, mais la plus grande est « Mon Dieu, ne me laisse pas échouer, laisse tout », la prière du guerrier que nous avons tous dans l'âme. Dans les jours de fureur épique, comme nous l'avons déjà dit, ils utilisaient des armes à distance. Maintenant, comme je l'ai mentionné, nous sommes passés à des armes d'attaque de proximité. Derrière chacun d'eux, il y a d'incroyables techniciens et armuriers qui vont sur place et s'assurent que les aéronefs et leurs systèmes sont prêts. Trop grands, ces avions ne restent pas dans des hangars, ils restent dehors, dans le froid, la neige, la pluie. Les bombes sont assemblées à l'extérieur pour la protection et la sécurité 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Ce n'est pas un travail confortable, mais après avoir passé 1 minute avec ces jeunes Américains motivés, impossible de ne pas avoir d'espoir en l'avenir des États-Unis. C'est tout simplement impressionnant. Nous confions à ces jeunes Américains une responsabilité incroyable et ils l'assument toujours avec professionnalisme et humilité en faisant ce que nous leur demandons. Pour conclure, nous maintiendrons les opérations de combat. Comme l'a dit le secrétaire, nous sommes de plus en plus occupés. Je sais que le secrétaire et moi partageons la fierté des 2800 membres de notre force. Je suis reconnaissant pour la ténacité et le professionnalisme des hommes et des femmes qui servent au Stratcom, CENTCOM, SpaceCom, Cybercom, Transcom et dans toute la force interarmée. Je termine là où j'ai commencé. Aujourd'hui, nous nous souvenons des 6 qui sont tombés et sont rentrés chez eux. Ils représentent le meilleur de la nation. Aux familles qui ressentent cette douleur, nous sommes avec vous et nous resterons à vos côtés. Puissions-nous toujours être dignes de leur sacrifice. Je vous cède la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Veuillez répondre. Merci, Monsieur le Secrétaire et Monsieur le Président. Compte tenu de votre mise à jour sur les cibles atteintes, à quel point sommes-nous proches des objectifs du Président et quelle est l'issue prévue de l'opération, sans révéler de plan sensible? Nous ne voulons pas fixer de délai définitif, mais suivons le plan.
Nous suivons de près les indicateurs en informant le président et l'équipe de sécurité nationale. Nous sommes convaincus que, parce que nous sommes plus impliqués, nous sommes plus proches et nous avons une idée précise de ce que nous avons frappé et pourquoi nous l'avons frappé. Et de manière plus dynamique, avec un renseignement amélioré, nous parvenons à identifier les cibles plus rapidement lorsqu'elles sortent des installations souterraines et à les atteindre avant ou juste après qu'elles aient tiré. Mais nous sommes dans les temps prévus, c'est pourquoi je veux m'adresser au peuple américain. Il y a beaucoup de rumeurs sur une expansion, de nouvelles missions ou des spéculations sur ce que nous devrions ou non faire. Ceci est un ensemble clair d'objectifs. Le président nous a fourni tout le nécessaire pour la mission. Nous avons les meilleurs du monde en uniforme qui exécutent cela sur le terrain, ils y croient et sont engagés dans cette mission. Le président décidera en dernier lieu à quel moment nous aurons obtenu ce qu'il faut au nom du peuple américain pour garantir notre sécurité. Non, il n'y a pas de délai fixé, mais nous avançons bien. Oui, tout à fait. Ici. Bonjour, Monsieur le secrétaire. David Zayer, Real America's Voice. Quels pays ont été les plus coopératifs avec nous, y compris les États du Golfe, puisque l'Europe est hésitante? Et je voulais aussi vous interroger sur les coupures d'Internet imposées par le régime qui durent déjà depuis des semaines. L'armée américaine joue-t-elle un rôle, disons, dans la lutte contre le régime, en bloquant les réseaux VPN, les satellites et d'autres choses? J'aimerais savoir s'il y a un rôle pour l'armée américaine à jouer là-bas. Évidemment, du côté des alliés et des partenaires, Israël, depuis le premier jour, a été un partenaire incroyable et compétent, prêt et capable. Rien ne vaut des capacités et des partenaires compétents. Les États du Golfe se sont aussi remarquablement distingués. En fait, la tentative quelque peu imprudente de l'Iran d'attaquer des infrastructures civiles et d'autres cibles a fait en sorte que des pays qui n'étaient peut-être pas aussi engagés qu'ils le sont aujourd'hui soient désormais complètement dans notre orbite. Et nous sommes fiers d'assurer la défense à leur côté, d'être avec eux quoi qu'il arrive. Les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, l'Arabie saoudite et d'autres nous ont soutenus, et nous leur en sommes reconnaissants. En ce qui concerne Internet, nous voyons le régime essayer de resserrer le contrôle au maximum. Nous prenons des contre-mesures dont beaucoup ne peuvent pas être commentées ici. Pour garantir que les messages atteignent le peuple iranien en général et les publics qui ont besoin de connaître leur destin ou de savoir quelles sont leurs options. Même si le régime tente de cacher la réalité et de diffuser de fausses images générées par l'IA qui parfois trompent même notre presse, comme celle de l'Abraham Lincoln en flammes, nous continuerons d'agir. Ces images générées par l'IA simulent qu'il se passe quelque chose alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire qui se produit. Ils fabriquent de faux récits et de fausses images pour tromper leur peuple, essayant de faire en sorte que... Mais même ainsi, leur peuple reçoit à peine ces messages à cause du blocage qu'ils ont imposé. Nous allons certainement trouver un moyen de régler cela. Secrétaire A. Désolé, merci, monsieur le secrétaire général. Pendant la nuit, l'Iran a lancé des missiles à travers le Golfe. Ils ont effectivement réussi à toucher la raffinerie de pétrole saoudienne en mer Rouge. Que signifie le fait qu'ils aient cette capacité 3 semaines après le début de la guerre? Monsieur le secrétaire, vous avez évoqué l'infrastructure civile. L'Iran semble traiter les postes diplomatiques américains, les ambassades, les consulats, comme s'ils étaient des cibles légitimes et stratégiques dans la région. Maintenant, que fait le Pentagone pour, disons, protéger ces installations, empêcher ces attaques? Bien sûr, merci pour la question concernant les attaques de missiles. Comme nous l'avons toujours précisé, ils sont entrés dans ce conflit avec plusieurs armes. C'est pourquoi nous continuons d'être aussi agressifs et fermes que possible contre leur capacité de missiles balistiques, qu'ils soient de moyenne ou de courte portée. Nous continuons donc à les traquer, localiser et éliminer. Nous continuerons à le faire, ils ont encore une certaine capacité et nous avons des défenses multicouches dans la région pour protéger ces cibles. Nous travaillons avec des partenaires dans la région du Golfe pour renforcer les capacités défensives nécessaires. L'Iran est riche en énergie et devrait prospérer. Au lieu de cela, comme d'autres régimes radicaux, ils ont dépensé cet argent ailleurs plutôt que pour leur peuple. C'est pourquoi des millions d'Iraniens ont protesté, car ils sentaient que leur qualité de vie n'était pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Qu'était l'État iranien? Nous appelons l'Iran le principal soutien étatique du terrorisme pour une raison. Parce qu'ils ont pris l'argent qu'ils gagnaient et l'ont investi dans des tunnels, dans des missiles, dans des lanceurs et des drones. Et nous sommes en train de détruire et de dégrader cela à des proportions historiques.
Mais ils en ont encore quelques-uns et essaient de maintenir les gens sous la menace. Nous nous battons chaque jour pour maintenir la pression. Vous avez mentionné les ambassades et les consulats. Contrairement à avant, nous intensifions nos efforts pour garantir que notre personnel, qu'il soit de la défense, du département d'État ou d'autres secteurs, soit en sécurité dans ces installations. La meilleure défense étant l'attaque, nous n'hésitons pas à traquer et éliminer quiconque. Nombreux tentent d'attaquer nos installations diplomatiques. L'Iran, vous savez, ce n'est pas surprenant qu'ils attaquent sans distinction, et cela continue. Jerry. Dans le cadre de la justification de la guerre contre l'Iran, la Maison-Blanche a présenté de manière assez exhaustive que le régime iranien pratique le terrorisme contre les États-Unis depuis 47 ans, y compris la fourniture d'armes et d'équipements militaires par les gardiens de la Révolution islamique, GRI, pour aider à tuer des Américains en Irak. Le Pentagone a évalué cela en 2019. L'Iran a été responsable de la mort d'au moins 603 militaires en Irak. Cependant, aucune reddition de comptes publics similaire n'a eu lieu sur le rôle de l'Iran dans l'aide aux talibans en Afghanistan. Et cela n'a pas non plus fait partie de l'argumentaire public de la Maison-Blanche. J'aimerais savoir si vous pourriez commenter le rôle de l'Iran dans l'aide apportée aux talibans pendant la guerre en Afghanistan. Et, Monsieur le Président, comme vous et le secrétaire l'avez dit de façon éloquente, 13 membres des forces armées américaines ont été tués jusqu'à présent lors de l'opération Epic Fury. J'aimerais savoir quelles leçons ont été tirées de ces décès, tant des attaques iraniennes que d'un accident de ravitaillement en vol. Comment ces leçons sont-elles appliquées au conflit actuel et comment seront-elles appliquées à un éventuel conflit à l'Indo-PACOM? Merci. Eh bien, merci pour la question. Et c'est vrai dans une ville qui peut avoir une mémoire très courte. Ce n'est pas le cas du président Trump. Il se souvient des fondements de ce régime, le régime iranien, de ce que sa déclaration a été depuis le début. Mort à l'Amérique, mort à Israël. Ils l'ont déclaré. Ils ont l'intention, par tous les moyens, d'essayer de réaliser cela, en tuant des Américains partout où ils le peuvent, dans les ambassades, depuis longtemps, depuis un temps considérable. En Irak, l'arme la plus mortelle était l'EFP, le pénétrateur formé par explosion. J'étais présent quand cette tactique et cette technique a émergé. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas seulement de djihadistes assemblant des explosifs d'artillerie de 155 mm en série. C'était tout un État, un pays avec tout son appareil, capable de façonner l'acier d'une manière spécialement conçue pour pénétrer le blindage américain et tuer des Américains. Ce n'était pas comme si on allait juste proposer des idées pour fabriquer une bombe. C'est l'Iran qui a fourni la technologie, les ressources et du personnel professionnel à l'Irak dans le but de tuer des Américains. Le chiffre officiel est de 600, mais beaucoup d'entre nous pensent qu'il est plus élevé, vu la quantité de capacités qu'ils ont apportées. Ils sont en guerre contre nous, que nous le reconnaissions ou non. Depuis 47 ans, il en va de même pour l'Afghanistan. Nommez l'ennemi islamiste, qu'il soit sunnite ou chiite, et l'Iran a été prêt à les héberger tant que ce groupe est prêt à tuer des Américains. Ainsi, l'ennemi de leur ennemi a aussi été leur ami dans le monde islamiste. Alors, l'Iran, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou ailleurs dans le monde, cible les Américains. Ce que le président Trump n'accepterait pas, c'est qu'un régime de ce genre se rapproche de capacités nucléaires, quelque chose qu'ils ont affirmé vouloir utiliser. Et nous devons croire ce que nos ennemis disent qu'ils feraient avec l'arme la plus dangereuse du monde. Partout où l'Iran a été présent, il a représenté une menace réelle pour l'Amérique. Parfois, il faut le rappeler aux gens. Mais grâce à Dieu, nous avons un commandant en chef qui, au nom de ce pays, a compris cela et a dit « Hé, nous allons faire quelque chose à ce sujet ». Jerry, je tiens vraiment à parler des leçons apprises, car c'est important, mais je ne vais pas partager de détails spécifiques. Les leçons tactiques et l'incident avec le KC-135 font l'objet d'une enquête. Mais je veux vraiment parler de la façon dont j'envisage cela et de la façon dont nous y pensons, et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. La force interarmée doit être une organisation qui apprend rapidement, constamment et avec agilité à chaque niveau, qu'il soit stratégique, opérationnel ou tactique. Alors, nous avons chargé la force interarmée de s'auto-évaluer et de se demander quel était notre plan. D'abord, avions-nous un plan, oui ou non? La réponse est toujours oui, car nous prévoyons littéralement tout. Avons-nous exécuté notre plan, oui ou non? Si oui, cela a-t-il fonctionné? Sinon, pourquoi? Si nous n'avons pas exécuté notre plan, mais avons fait quelque chose de mieux, quelle est la leçon apprise associée à cela?
Et alors, comment tirons-nous rapidement ces leçons après chaque perte ou chaque engagement et comment les intégrer rapidement puis les partager? Pour l'ensemble de la force conjointe et au sein de l'état-major interarmé, nous avons chargé notre direction, le J-Sept, sous la direction du lieutenant-général Lizevski, un marine des États-Unis, d'être extrêmement entreprenant dans la collecte et la capture de ces leçons, de manière proactive et non réactive. En fait, nous avons des membres de l'équipe du G7 qui sont maintenant répartis dans tout le CENTCOM, dans le pays et à l'étranger. Nous nous assurons qu'à chaque occasion, nous puissions apprendre et appliquer rapidement ces leçons à la force conjointe. Ainsi, s'il y a une perte ou quelque chose à apprendre, nous en tirons les leçons. Non seulement dans la zone du CENTCOM, nous avons adapté cela dans tous les commandements, pas seulement au PACOM, cela s'applique à toutes les fonctions de combat. J'ai demandé qu'ils analysent rigoureusement, qu'ils mettent leur ego de côté, en se rappelant que l'important, c'est ce qui est juste, pas qui a raison, en étant objectif lors de l'analyse des leçons apprises. Parce que nous le devons à la force. Merci pour la question. Absolument, Brown Jack, là-bas. Merci, Monsieur Jonathan Dreher, de la politique rurale. À la fin de cette guerre, l'Iran sera privé de ses missiles et drones, sans marine ni capacité de fabriquer des armes nucléaires. La plus grande menace et le principal soutien au terrorisme dans la région étant neutralisés, des plans prévoient le retrait de ressources et de troupes du Moyen-Orient. Dans un monde parfait, 1 an après la guerre, comment la présence militaire au Moyen-Orient différerait-elle d'avant la guerre? Eh bien, je vous remercie pour la question. Je pense que lorsque vous faites face à une menace réelle de front, cela crée de nouvelles options. De l'autre côté, n'est-ce pas? Je pense que ce que le président Trump refuse de faire et qui arrive souvent dans cette ville, c'est simplement de se contenter du statu quo. Personne ne peut rien y faire. Ils ont trop de capacités, et si cela arrive, et si ceci arrive à la place, dit-il. Ce qui intéresse le peuple américain va exiger du courage. Cela demandera des capacités. Nous devrons rassembler des forces là-bas pour y parvenir. Nous ne dirons pas combien, ni pour combien de temps, ni ce que nous sommes prêts à faire ou non. Mais, si l'on agit de manière décisive, il y a la reconnaissance que cela élargit la gamme de ce qui est possible. Le président Trump a fait de même en créant une opportunité pour les accords d'Abraham. Aujourd'hui, beaucoup de ces pays se rapprochent de nous, reconnaissant la menace de l'Iran. Je pense que notre position future sera basée, tout d'abord, sur la sécurité nationale, la projection de puissance et la défense de notre peuple et de nos intérêts. Mais, en travaillant avec des partenaires, le président évaluera la meilleure voie à suivre à partir de maintenant. Merci pour la question. Oui, eh bien, ici... C'est la politique militaire des États-Unis. Merci beaucoup pour tout. Secrétaire, j'ai 2 questions pour vous. La vice-présidente a souvent souligné que l'objectif de cette guerre est de dénucléariser l'Iran tout en évitant un enlisement encore plus important. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais pouvez-vous expliquer plus en détail comment dénucléariser le pays tout en évitant une guerre sans fin? Et puis, hier soir, un reportage est sorti disant que le Pentagone a demandé à la Maison-Blanche 200 milliards de dollars supplémentaires pour la guerre contre l'Iran. Pouvez-vous confirmer cela et pouvez-vous expliquer pourquoi une enveloppe aussi importante est nécessaire? Tout d'abord, Midnight Hammer, avec sa mission audacieuse et ses objectifs clairs, a éliminé la capacité d'enrichissement et les fonctionnalités dans ses installations. Cela a poussé l'Iran à faire un pas en avant et à admettre « D'accord, vous pouvez frapper nos ambitions nucléaires. Comme vous pouvez le voir, nous essayons toujours. Faisons un accord. » Le président Trump a mobilisé nos 2 meilleurs, Steve et Jared, qui ont travaillé avec diligence et sincérité. J'ai essayé de conclure cet accord. Au final, je pense qu'en réalité, l'Iran a toujours dit « D'accord, parlons », pendant que nous construisons plus de missiles, fabriquons plus de drones et créons ce parapluie conventionnel. Ainsi, si nous le voulions, nous pourrions essayer de reconstituer le programme en pensant naïvement que le président Trump ne ferait rien à ce sujet. C'est pourquoi, comme le secrétaire Rubio et moi l'avons dit, c'est le parapluie conventionnel qui ne cessait de grandir. Pour protéger cette capacité nucléaire, il fallait gérer à la fois le Midnight Hammer et cela aussi. Quant aux 200 milliards de dollars, je pense que ce chiffre peut évidemment changer. Il faut de l'argent pour éliminer les mauvaises personnes. C'est pourquoi nous sommes retournés au Congrès et auprès de nos collègues pour garantir un financement pour ce qui a été fait et pour les actions futures, en veillant à ce que nos munitions et tout le reste soient réapprovisionnés et renforcés au-delà du nécessaire. Comme il l'a dit, Trump a reconstruit l'armée durant son premier mandat.
Il a réussi la deuxième fois. Cet investissement vise à remplacer tout ce qui a été dépensé. Maintenant que nous revitalisons notre base industrielle de défense, que nous construisons l'arsenal de la liberté, que nous concluons des accords comme ceux de notre vice-secrétaire, avec des délais longs pour des munitions sophistiquées, nous serons réapprovisionnés plus rapidement que quiconque ne l'imaginait. Et je pense que vous savez, nous sommes encore en train de gérer l'environnement que Joe Biden a créé, qui épuisait ses stocks, et ne pas les envoyer à notre armée, non, mais à l'Ukraine. Chaque fois que nous examinons n'importe quel défi que nous avons, la réponse est toujours pour l'Ukraine. Au final, nous pensons que cela doit être ainsi. Ces munitions servent maintenant mieux nos intérêts et ce projet de loi garantira que nous ayons un financement continu. Prenons-en une autre rapidement. Merci, Monsieur Jordan Conradson du Gateway Pundit. Alors, avec l'attaque d'hier au South Pars, le champ de gaz, savez-vous si ceux de San Diego n'étaient pas au courant de cela ou ne l'ont pas approuvé? Cela semble être une tendance d'Israël à poursuivre ses propres objectifs, au lieu des objectifs fixés par les États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le président a déclaré ne pas vouloir attaquer l'infrastructure pétrolière de l'Iran. Comme je l'ai mentionné, les États-Unis ont évité cela. Sur l'île de Karg, le pétrole atteint $120. Pourquoi aidons-nous Israël à mener cette guerre? S'ils vont poursuivre leurs propres objectifs, merci. Nous avons les cartes en main, nous avons des objectifs, ces objectifs sont clairs, nous avons des alliés qui poursuivent aussi des objectifs, et la vérité parle d'elle-même. Je veux dire, le président Trump a été très clair à ce sujet. L'Iran utilise l'énergie comme une arme depuis des décennies. Israël a clairement envoyé un avertissement, et le président l'a dit clairement, très clairement. L'Iran sait que lorsque vous frappez l'île de Karg et que vous touchez des capacités militaires sur l'île de Karg, qui était la seule chose que nous avons touchée, nous pouvons menacer n'importe quoi, n'importe quoi. Les militaires des États-Unis contrôlent le destin du pays. L'Iran peut faire les bons choix, il ne doit pas, à partir de maintenant, attaquer les alliés arabes, les pays arabes, en essayant de causer une douleur à la douleur qu'ils ont eux-mêmes créée. Merci beaucoup à tous, je vous remercie, merci pour votre temps.